Et nous recevons ce soir Robert Calcagno. Bonsoir. Bonsoir Mohamed Soyez Passi. le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur de l'Institut océanographique de Monaco, directeur général, également de la Maison de l'Océan à Paris d'ailleurs. Oui, Vous tout à travaillez fait. ensemble. On a ces deux pôles, à Paris et à Monaco, et ça nous permet de mieux travailler efficacement pour l'océan. Voilà, et on va en parler. Quelle est la mission de l'Institut océanographique de la Principauté, si vous aviez une devise à nous donner ce soir? Alors écoutez, c'est facile parce que depuis 1906, c'est toujours la même. C'est faire connaître, faire aimer et protéger l'océan. Ouais. Quand vous dites 1906, ça veut dire que pour la Principauté de Monaco, c'est pas s'engouffrer dans le sens du vent et parce qu'on est devenu dans un monde, effectivement, vu l'urgence, forcément avec une fibre écologique, c'est vraiment enraciné dans la Principauté? Le fondateur de l'Institut océanographique, le prince Albert Ier, donc c'est l'arrière-grand-père du prince Albert II qui règne aujourd'hui, a mené 28 campagnes océanographiques au 19e siècle, début du 20e, et il a créé cet Institut océanographique il y a 120 ans. Pourquoi? Pour faire, je pense que c'est quelqu'un qui d'abord était un navigateur, ensuite ça a été un scientifique, et puis ça a été peut-être le premier défenseur de l'environnement et de l'océan, et il s'est aperçu que la puissance de l'homme, la technologie, il était fasciné de technologie, était une menace sur la nature. Et il a commencé à s'exprimer très clairement et très fortement pour mettre en place une nouvelle relation entre l'homme et l'océan. Et le prince Régnier III, et maintenant son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, continue et renforce ce chemin, et on est très content de les aider. Concrètement, comment ça se traduit? Alors ça se traduit par le fait que l'Institut océanographique va agir en complémentarité, là où on a besoin de nous. Si on a besoin de nous d'avoir des données scientifiques dans l'océan Indien occidental, par exemple, on va mener une campagne de recherche océanographique. Mais souvent, l'océan, il faut continuer, mais on a beaucoup d'éléments d'information, il faut les porter. Il faut les porter au grand public, c'est la mission du musée océanographique, plus de 600 000 visiteurs par an. Il faut les porter aux politiques, aux chefs d'État de ce monde. Au jeune public, on a vu des enfants sur ces images. Absolument, on voit des enfants. En ce moment même, aujourd'hui, nos équipes sont à La Réunion, sont reçues par vos collègues Antenne Réunion, pour le lauréat d'un concours pour les jeunes, Océano pour tous, et c'est une école de La Réunion qui a gagné. Donc vous voyez, on agit sur tous les... C'est concret. On va parler de cette exploration dans l'océan Indien, mais d'abord un petit mot, vous avez cité le musée océanographique de Monaco. Quelle différence ou quel justement point commun entre les deux? Ce sont deux organismes liés, l'Institut et le musée? Absolument. L'Institut océanographique est en quelque sorte la maison mère du musée océanographique. Sur le musée océanographique, qui est écrit en grand sur le marbre, Institut océanographique, c'est la même chose, exactement la même chose. Le musée océanographique pour convaincre les visiteurs, et la maison de l'océan qui a plus un rôle d'action, de lobbying auprès des sachants, des décideurs. Alors, racontez-nous en quoi a consisté cette exploration dans l'océan Indien. Elle a visé 2 sites. Donc, il y a quelques années, le prince Albert II, donc en ligne avec ce que faisait son trisaïeul, mais aussi le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui a été directeur du musée océanographique pendant 31 ans, donc j'ai un héritage important, a décidé de créer une société qui s'appelle Exploration de Monaco et de monter, d'organiser des grandes missions de recherche, d'exploration scientifique, où nous invitons des laboratoires du monde entier. On a fait pratiquement le tour du monde maintenant. Il nous restait à faire l'océan Indien occidental, donc Seychelles, Maurice, La Réunion, l'île d'Aldabra par exemple, l'atoll d'Aldabra, si ça vous dit quelque chose. Et on a mené cette grande mission au mois d'octobre et novembre de l'an dernier à bord d'un bateau de recherche sud-africain, le Assa Agulhas II. Et on a travaillé formidablement bien avec le gouvernement des Seychelles et de Maurice. Des pays qui sont bien entendu en alerte, notamment face à la montée des eaux. Parlez-nous de ce plateau de Sayadmala justement. C'est une île souterraine invisible? Absolument. Alors ça, c'était
la cible de notre mission. Il y a donc dans cet océan Indien, sur la chaîne des Mascareignes, en fait une île qui n'a pas été jusqu'au bout et elle s'est arrêtée à moins 10 mètres de profondeur, ce qui fait qu'on est en plein océan et juridiquement parlant, on est en haute mer. Donc ça appartient à la communauté internationale, même si Maurice et Seychelles ont un droit de gestion. Et cette île invisible, Saya de Maya, est très inconnue. Et nous étions formidablement curieux d'aller découvrir. C'est grand, hein, 40 000 km², un peu comme la Suisse. Et on connaissait très peu de choses. Donc et vous avez découvert plein d'espèces, on imagine, sous-marines. On a mis en place, donc on a plongé, on a piloté des sous-marins téléguidés, on a passé des filets, on a mis des dragues, on a fait tout ce qu'on pouvait faire et on a découvert des choses fascinantes. Vous y étiez, vous? Alors oui, j'étais dans l'océan Indien, moi j'étais sur Aldabra, sur Saya de Maya. Après on s'est relayé, donc c'est une autre équipe qui a fait Saya de Maya et on a recueilli plus de 300 mollusques, 300 crustacés, 100 espèces d'algues que les scientifiques, les taxonomistes sont en train d'étudier. Dans ces recueils, il y en a déjà 3 qui sont certainement des espèces nouvelles, dont notamment une crevette rouge et blanche aux couleurs de Monaco, comme vous le savez, donc c'est un joli clin d'œil. L'idée, ce sera aussi de la préserver, cette espèce que vous découvrez. Vous parlez d'une exploration qu'on pourrait qualifier de darwinienne, pourquoi? Parce que, en fait, on partait à la découverte d'un endroit peu connu et on essayait d'utiliser toutes les capacités de la science. Alors, à l'époque de Darwin, il suffisait d'avoir 2 ou 3 spécialistes. Nous, on avait 150 scientifiques qui se sont relayés sur le bateau. On avait des biologistes, des chimistes, des physiciens, des plongeurs, bien sûr. Et on a essayé d'avoir une vision complète de ce banc Saya de Maya pour aider les Seychelles et Maurice et la communauté internationale à mieux le gérer, à mieux le protéger. Est-ce qu'il y a des déchets ou pas, ou est-ce que c'est totalement préservé? Malheureusement, comme partout dans l'océan, même en Antarctique, il y a des déchets et on a passé des filets pour recueillir la pollution plastique. Donc oui, il y a des déchets, peut-être que moins que dans l'Asie du Sud-Est où là la densité est très importante. Il y a aussi de la pêche. On s'est aperçu des grands chenaux de drague, vraisemblablement des pêcheurs qui venaient du Sri Lanka ou d'Inde et qui passent là. C'est très très facile pour draguer, effectivement. Et donc, il faut indéniablement mettre en place un système de gestion. Il ne faut sans doute pas tout interdire, tout protéger, mais il y a certaines parties, et en particulier les tombants, qu'il faut vraiment protéger. Alors, la haute mer, vous l'avez cité tout à l'heure, vous le savez, après 2 décennies de pourparlers qui ont débuté en 2004, donc quasiment 20 ans de discussion, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont trouvé un accord que l'on présente comme historique. On aimerait vous entendre à ce sujet. Et est-ce que Monaco a joué un rôle dans ce traité? Écoutez, je suis intarissable là-dessus. C'est un grand succès. Et effectivement, ça fait près de 20 ans que nous travaillons sur ce sujet en disant, mais la mer, l'océan, c'est 71% de la surface de la planète. Et dans ces 71%, plus de la moitié, c'est de la haute mer qui ne dépend d'aucun État. Et donc, en quelque sorte, premier arrivé, premier servi. Il faut mettre en place des règles pour gérer cette haute mer. Les négociations ont été extrêmement difficiles et la connaissance de Saya de Maya a apporté un petit peu de vrai, a apporté de concret, a apporté du rêve. Vous savez, les négociations internationales, c'est ardu, hein, c'est difficile, c'est pénible. Il a fallu créer un consensus. Il y avait notamment un désaccord entre les pays occidentaux et les pays en voie de développement. Et puis, finalement, la présidente, on a eu la chance que la présidence de la négociation, notamment de la Convention sur la biodiversité, a été confiée à la Chine. La Chine a une habilité pour travailler avec les pays en voie de développement et ça a permis de faire jouer et de débloquer. Mais pourquoi ils étaient réticents, les pays du Sud? Que craignaient-ils? Alors, ils créent notamment, il y a l'exploitation des ressources génétiques de ce plancton, de ces milliards d'espèces, et il y a des choses formidables à découvrir. Je suis sûr que la médecine de demain viendra en grande partie de l'océan, et tout ça, ces recherches, ces ressources, ces richesses génétiques, il faut
que l'Occident, qui est aujourd'hui capable d'aller les recueillir et les exploiter, soit aussi capable de partager avec les pays en voie de développement. Ça a été un point dur de la négociation. Et donc il y a ce traité, notamment lutte contre la pollution chimique, les déchets plastiques en haute mer, la gestion plus durable des stocks de poissons aussi. Alors, est-ce que vous diriez, une fois qu'on a dit que ce n'était pas nouveau, que l'Institut a été fondé en 1906 par la famille princière, est-ce que vous diriez tout de même que Monaco a fait de cette lutte pour défendre les océans un soft power, une politique d'influence à travers? Est-ce que vous assumez? Est-ce qu'on peut le dire? Écoutez, oui. Monaco, c'est une principauté, c'est un État indépendant, mais c'est tout petit. Ça fait 2 km². Bon, c'est puissant, ça a une certaine puissance, mais notre voix, vraiment, ne porte pas vraiment sur les questions de paix dans le monde, d'équilibre financier. Et on a les princes de Monaco, depuis longtemps, défendent la nature, défendent l'environnement. Et on a là-dessus une légitimité historique, ce qui fait que lorsque le prince de Monaco demande un rendez-vous à n'importe quel chef d'État dans le monde... Vous pensez que sa voix porte, s'agissant de l'écologie, quand il y a un forum mondial, par exemple? Oui, il est entendu? Il est entendu. Je peux vous raconter des histoires sur la création de l'aire marine protégée de Ross dans l'Antarctique. C'était un projet qui était défendu par les États-Unis d'Amérique. Et John Kerry, à l'époque, se cassait un petit peu le nez, je peux citer chef de la diplomatie américaine, se cassait un peu le nez sur 2 pays, la Chine et la Russie. Et le prince a pris son bâton de pèlerin et a été parler de ces 2 questions aux 2 chefs d'État. Vous pouvez encore discuter à l'époque avec les 2. Et progressivement... Vous savez, ce n'est pas des enjeux non plus géopolitiques majeurs. Et le prince de Monaco, un État... une voix à l'ONU demande à Xi Jinping, est-ce que vous pouvez envisager d'aller dans le sens d'apporter un vote favorable? Le risque, il n'est pas très important pour la Chine. Et bien la Chine et la Russie disent, écoutez, Monaco nous le demande, allez, on le fait. Et John Kerry avait écrit au prince de Monaco pour lui demander un peu son intercession dans ce dossier. Donc c'est quand même une jolie petite histoire pour un tout petit pays. Merci beaucoup Robert Calcagno. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Et pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont la chance de passer à Monaco ces prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous rendre notamment au musée pour voir toute cette biodiversité qu'il faut protéger. Merci à vous. Merci Mohamed.